Nous sommes heureux de vous retrouver cette journée du mardi 5 novembre 2019, d'autant plus que nous présumons que vous êtes encore très nombreux à nous suivre un peu partout, ici à Lomé au Togo, en Afrique et dans le monde. Vous êtes donc les bienvenus au Club La Presse de ce mardi 5 novembre 2019 avec à la console Michel Koko Vitogbe Tomega, et qui manie la console technique et qui prend également le soin d'enregistrer l'émission, aussi bien les sons que les images, tout ce qui sera mis à votre disposition à partir de 12h30 minutes. Tout comme vous savez qu'à partir de 12h, vous pouvez entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour réagir par vos questions, vos commentaires sur les questions, les sujets que nous aurons inscrits à l'émission de ce jour. Cette émission au cours de laquelle nous vous entretiendrons des questions de proximité, sécurité, mais également beaucoup de culture et économie, le secteur privé et quelques questions également politiques naturellement. Le plateau bien riche aujourd'hui avec Eric Hugues Johnson, le grand patron du journal bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Canal FM. Également le magazine Indice qui paraîtra bientôt. Bien incessamment. Ouais. Courant novembre. Oui, bien sûr, en novembre. Merci beaucoup. Lorenzo Keleki de Atopani, bonjour. Bonjour Sas Gaou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM et ravi encore une fois d'être au Club de la Presse. Tout le plaisir est pour nous. De l'agence Interfax Presse, Germain Doubidji, bonjour. Bonjour Sas, bonjour fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Et un ami que nous avons ici au studio pour nous parler de ce concept qui est à sa deuxième édition. Il s'agit de Togo Top Impact. Cher ami, bonjour. Bonjour, Sas. Vous nous rappelez votre nom? Bonjour aux auditeurs de Canal FM. Je suis Espoir Kweglo et je suis chargé de com de Togo Top Impact. Espoir Kweglo qui est là pour nous parler du concept plutôt Togo Top Impact. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la nouveauté dans l'édition 2019, notamment les nominés par catégorie? Comment est-ce qu'on va voter pour la personne ou bien la personne ou bien l'initiative de sa préférence? Quand aura lieu le dénouement? Et nous allons voir tout ça, mais comme c'est une tradition, pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Pierre Corneille qui a écrit « Il est plus sage de ne jamais répliquer à des gens en colère ». Il est plus sage de ne jamais répliquer à des gens en colère. Pierre Corneille qui a écrit beaucoup de livres dont nous avons étudié certains à l'école. Germain, vous rappelez le nom de ce livre-là, le nom d'un des livres de Pierre Corneille que nous avons étudié au collège? Le Cid. Hein, le Cid. Si ma mémoire est bonne. Le Cid. Je me rappelle quand nous aimions tous jouer au Rodrigue pour les jeunes garçons, au Chimène. Quand on n'avait pas le courage de dire qu'on voulait faire la cour à sa camarade, on se faisait appeler Rodrigue et on l'a dénommé Chimène. Eh bien, Pierre Corneille qui a écrit beaucoup de livres et nous aurions souhaité l'avoir aujourd'hui, mais il n'est pas avec nous. Mais nous savons déjà, Germain, Lorenzo, que demain s'ouvre la 3e édition de la foire internationale du livre de Lomé. Ce sera donc demain, 6 novembre, la cérémonie d'ouverture. Qui sera une grande apothéose au Palais des Congrès. Steve Bojona et son équipe qui ambitionne ni plus ni moins que de remplir la grande salle du Palais des Congrès. Au menu, il y aura des allocutions, une conférence inaugurale,
et des spectacles au menu. Germain Lorenzo, la foire du livre qui s'ouvre demain. Exactement, c'est une bonne initiative que je salue personnellement parce que quand on constate un peu aujourd'hui ce que nous vivons avec ce qu'on appelle la génération tête baissée, on a comme l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas vous venez de dire tout à l'heure que quand on était au lycée, on avait l'habitude de lire et de lire encore, mais aujourd'hui, à la place de la lecture, les gens préfèrent avoir leur Android en main, et quand vous faites un tour sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens écrire, vous vous posez la question, mais ils ont quel niveau? Même quand vous prenez des gens qui sont à l'université, ils vous font une phrase, vous allez vraiment vous poser des questions, et c'est pourquoi moi je salue ce festival, parce que ça vient quand même un peu nommer pour redonner vie à la lecture, parce que vous savez, la lecture est l'alpha et l'oméga de tout ce que nous faisons. Merci. Donc, la foire internationale du livre de Lomé qui ouvre ses portes demain, grande conférence inaugurale. Si nous avons le temps, allons parler des congrès. Il y a un écrivain universitaire de renom qui est invité pour la conférence inaugurale et il s'en suivra donc beaucoup d'activités, des colloques, des panels, des expositions de livres. Peut-être que à la foire internationale du livre de Lomé, on pourra voir les livres qui viennent d'être tout chaudement récompensés. Le prix Goncourt qui a été décerné, et c'est l'Union pour la Patrie, le journal de notre ami Eric Hugues Johnson, qui nous parle de livres lauréats du prix Goncourt 2019. Le titre, Eric, vous le donnez? Tout le monde, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même manière. Voilà, c'est ça. Tous les hommes. C'est de Jean-Paul Dubois. Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est le tout nouveau livre lauréat du prix Goncourt 2019. Il est publié aux éditions L'Olivier, et la particularité, c'est que le prix Goncourt 2019 récompense un livre dont le thème porte sur l'échec, l'art de gâcher sa vie et la manière dont les morts nous accompagnent. C'est le tout nouveau Goncourt 2019. Et hier également, il a été décerné le prix Renaudot qui va, lui, à l'écrivain Sylvain Tesson, pour son livre intitulé La Panthère des Neiges. C'est publié aux éditions Gallimard. Peut-être que, je ne sais pas si ces livres-là seront au menu de la foire internationale du livre qui s'ouvre demain. Merci quand même, Eric, pour cette page, pour cette riche page culturelle dans vos éditions L'Union, tous les mardis et vendredi, vous nous informez sur les nouvelles publications, même l'agenda culturel, les spectacles. Par exemple, il y a ce spectacle acrobatie, jeux pyrotechniques, jazz et rock. Ce sera le 8 novembre à l'Institut français du Togo, ici à Lomé. Je voudrais juste réagir par rapport à mon collègue qui parlait de l'Internet, qui parlait de la lecture, justement. J'ai dit, c'est vrai que les gens utilisent à tort cet outil-là, qui est en réalité un outil d'éducation aussi. Et c'est pas tout le monde qui l'utilise de la même manière. Nous, l'Internet nous permet, par exemple, de faire des recherches. On lit toujours à travers l'Internet. Cependant, ce qu'il faut dénoncer, et il a bien fait, c'est le fait de voir des gens qui n'arrivent même pas à écrire une phrase correcte en français, alors que le français est la langue officielle d'éducation dans notre pays. Et je voudrais aussi dire que ce festival du livre de Lomé a le mérite d'apporter chez nous des éditions d'ailleurs.
ce qui est très riche culturellement et surtout sur le plan intellectuel. Et c'est très important de faire un tour à ce festival-là pour voir et lire des choses venues d'ailleurs. Merci. La foire internationale du livre de Lomé qui s'ouvre demain au Palais des Congrès, mais les activités se dérouleront sur plein d'autres sites, notamment des établissements scolaires. Espérons que nous pourrons avoir Steve Bojona ou quelqu'un de son staff pour nous en dire beaucoup plus. Cette fin d'année qui rime également avec beaucoup d'initiatives dans le concept Togo Top Impact. Nous avons connu ce concept l'année dernière et Canal FM avait été sacré la meilleure radio de la place de Lomé, ce dont nous sommes fiers et que nous ambitionnons de garder encore ce trophée pendant longtemps. Mais venons-en à l'édition générale 2019. Dites-nous, cher ami Peglo, le concept Togo Top Impact, de quoi s'agit-il? Togo Top Impact, Monsieur Sass, il s'agit d'un concept porté par l'Organisation nationale de l'excellence et le développement intégral du Togo, ONEDI Togo, en collaboration avec le groupe média Actu Togo et un jury de professionnels. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit concrètement de célébrer les symboles de l'excellence togolaise. Ces acteurs de développement-là qui, tout au long de l'année, auront contribué au rayonnement du tissu économique au niveau du pays, du tissu socio-économique au niveau du pays, mais aussi ceux qui ont promu les valeurs d'éthique et de morale, ceux qui ont transmis quelque chose de positif au pays le long de l'année. C'est ça Togo Top Impact. Qui a sa deuxième édition. Effectivement. Et quelles sont les nouveautés que vous apportez à cette deuxième édition? Alors, déjà, le thème de cette nouvelle édition, c'est excellence et innovation au service du développement. Donc, l'année passée, nous avons primé l'excellence. Cette année, nous ajoutons l'idée de quelque chose en plus. Parce que quand on va dans un secteur d'activité où beaucoup font bien, il faut prendre et primer ceux-là qui font quelque chose de plus. Et le mois de l'impact, si vous allez, la soirée est loin devant. Mais si vous voyez dans tout ce mois-là, il y a toute une agitation. Il y a toute une communication autour des nominés et tout ça. Le mois de l'impact est une innovation que nous avons insérée dans l'organisation de cette année. L'année passée, nous n'avions pas eu le vote par SMS. Il n'y avait que le vote en ligne et le travail des jurys. Cette année, nous avons mis le grand public à contribution pour pouvoir choisir les lauréats. Et ça aussi, ça fait une particularité. Il y en aura, au fur et à mesure que le programme va se dérouler jusqu'à la grande soirée, vous allez voir. Même jusqu'à la grande soirée, nous avons prévu de conseiller, pas d'obliger, mais de conseiller tous les invités de s'habiller avec des tenues traditionnelles ou bien tradis modernes, de sorte à faire valoir aussi l'artisanat togolais. Merci beaucoup. Et quels sont les nominés catégorie par catégorie pour l'édition 2019? Nous ne saurions dérouler toute la liste des nominés. Nous avons 20 nominés sur 10 catégories. Donc je vais aller au niveau des catégories et inviter tous les auditeurs de Canal FM à faire l'effort d'aller chercher le contenu de chaque liste. Donc nous avons la catégorie la plus prestigieuse qui est la personnalité de l'année. Mais à côté de ça, il y a le meilleur jeune leader de l'année. Il y a la femme manager de l'année. Il y a la meilleure université. Il y a le meilleur entrepreneur rural, la meilleure organisation ayant œuvré dans le socio-humanitaire, dans le social et dans l'humanitaire. Et il y a des trophées médias, dont la meilleure radio de l'année que Canal FM a remporté l'année passée. Il y a le prix de la meilleure. Nous allons sûrement garder encore. Et vivement que le meilleur gagne. Et la meilleure télé, la meilleure presse écrite et la meilleure presse en ligne. Voilà les 10 catégories en compétition. Et comment est-ce qu'on peut voter pour l'un ou l'autre nominé? Alors, pour voter, c'est simple. Comme je viens de le dire, nous avons 2 canaux de vote cette année. Vous pouvez voter soit sur le site actutogo.com et je crois que les nominés font l'effort déjà de relayer leur lien de vote sur toutes les plateformes. Donc, quand les gens iront sur le site, il y a une partie réservée au vote. Vous cliquez sur la catégorie dans laquelle vous voulez voter. Vous cochez la case à côté du nominé de votre choix et vous venez tout en bas pour valider votre vote. Et le deuxième canal, c'est le vote par SMS via
via le numéro court 6065 que notre partenaire technique Move a mis à notre disposition. Donc là, nous avons sorti et publié des listes par catégorie où chaque nominé a un code alphanumérique simple qu'ils peuvent envoyer par SMS sur le numéro 6065 sur le réseau Move uniquement. Et là, les gens ont la possibilité de multiplier leurs votes pour pousser haut leurs nominés. Et la particularité aussi au niveau du vote, c'est que ça soit sur le site ou bien par SMS, par souci de transparence, une fois que votre vote est validé, la plateforme vous renvoie un message en vous donnant les résultats en temps réel. Au fur et à mesure que vous multipliez les votes, c'est au fur et à mesure que vous allez voir les pourcentages évoluer. Merci donc de nous rappeler le concept Togo Top Impact, la nouveauté cette année avec les nominés par catégorie et la procédure de vote. Avant d'en venir à la soirée apothéose, Toto Patrick, bonjour. Bonjour Sas. Vous savez que les Anglais disent « If you don't say I am, people not say you are ». Il faut commencer par se valoriser soi-même et que les autres suivent. Alors, Canal FM, qui est nominé dans la catégorie meilleur média, voulez nous rappeler comment est-ce que les auditeurs de Canal FM peuvent voter pour nous? D'abord, je dis merci à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM et merci également à tous ceux qui ont déjà commencé par voter et continuent de voter pour Canal FM. C'est simple, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, vous êtes auditeur ou auditrice de Canal FM, rentrez dans votre menu message sur le réseau Move, bien sûr, écrivez MRA2 que vous envoyez au 6065. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Merci beaucoup et vous confortez Canal FM dans sa position de meilleure radio de la place togolaise encore pour longtemps. Eh bien, Espoir Peglo, tout un mois pour voter et la soirée apothéose pour qu'on connaisse les lauréats, ce sera quand? Pas tout un mois, tout à fait pour voter parce que le vote va s'arrêter le 8 novembre à minuit. Ensuite, il y a 5 candidats qui seront dégagés par catégorie et dont les dossiers seront étudiés par un jury de professionnels. Donc c'est ça la deuxième phase qui va prendre la dernière semaine de ce mois de voting. D'accord. La soirée, ce sera le 30 de ce mois à la salle Concorde de l'hôtel de février. Merci beaucoup, mais vous restez à nos côtés. Peut-être que les auditeurs auraient besoin de plus de précisions pour savoir comment voter et pour qui voter. Donc, vous restez à notre disposition. Eric? Je félicite quand même l'initiative, tout en regrettant que les gens sont nominés sans le savoir. C'est comme le cas de l'Union, votre journal, le journal L'Union qui a été nominé, et ce n'est qu'hier soir qu'un ami m'a envoyé une liste d'organes de presse écrites, et je me retrouve, je dis mais comment ça se fait? Alors dites-nous comment ça se passe. Alors Espoir Peglo, oui. Comment est-ce que vous nominez les gens sans prendre le soin de les en informer? D'accord. Je vais parler d'un amont et d'un aval, parce que pour faire le travail de nomination, comme sur tout autre prix d'ailleurs, la consultation n'est pas nécessaire. On vous nomine. Mais l'information après nomination, elle est obligatoire. Nous l'admettons. C'est l'un des talons d'Achille de notre organisation cette année. Mais j'invite les parties prenantes, les nominés et toute la population à le voir sous cet angle plutôt. Nous ne nominons pas les gens parce que nous les connaissons. Il y a une équipe qui veille au grain toute l'année pour repérer vos actions. Et c'est par vos actions que l'on vous identifie et qu'on vous nomine. Et c'est à la fin que nous allons maintenant faire l'effort d'aller chercher les personnes, de trouver les contacts et d'aller vers eux pour leur dire « Tenez, bravo, vous êtes nominés ». Et je peux vous assurer que nous faisons des pieds et des mains, mais ce n'est pas une réussite à chaque fois. Pour certains qui sont par exemple des personnalités, ils ont toute une équipe devant un protocole et ce n'est pas facile d'arriver au bout. Pour certaines personnes, nous sommes obligés d'aller par mail. Pour certaines personnes, nous sommes obligés d'aller par des canaux officieux. Vous voyez, c'est là toute la difficulté que nous avons rencontrée. Mais sinon, nous prenons
en toute objectivité cette reproche et nous promettons que sur les éditions à venir, Eric, nous ferons le nécessaire. Vous êtes tout simplement victime de votre succès. Donc, assumez. assumez. Non, je me dis, du moment où il y a un voting par SMS sur Internet et tout ça, j'ai vu des gens qui envoient des liens sur moi, mes numéros. Je dis, mais voilà, si je savais que j'étais nominé, je pouvais aussi demander. Là, vous venez de faire de la communication en demandant à Toto Patrick de dire comment on peut voter pour Canal FM sans dire comment on peut voter pour l'Union. Maintenant, vous saurez comment faire savoir la procédure de vote pour vous aussi. Ok. Oui, Espoir. Je voudrais réagir rapidement par rapport à ça. C'est vrai que le vrai problème se situe au niveau de la mobilisation. C'est parce que le Togolais excelle, mais il reste dans l'ombre. Si c'est que toutes les actions de toutes ces personnes-là étaient connues du public, on n'aurait même pas à faire d'efforts de mobilisation. Les gens vont se lancer automatiquement dans le vote. Et c'est justement à ce problème que nous voulons pallier. Que vous ne soyez plus excellent et que vous soyez dans votre coin où personne ne vous connaît. Nous espérons vivement que pour les éditions à venir, l'Union n'aura pas du tout à faire d'appel au voting même, mais que ça sera automatique. Merci. Parce que les gens vous auront déjà connu. Le Togo Top Impact vous intéresse, vous entrerez en ligne sur le coup de midi pour poser des questions à notre ami Espoir Kweglo qui reste toujours à nos côtés. Volontiers. Et nous embrayons maintenant sur quelques questions d'insécurité qui ne disparaissent pas totalement de notre sphère. Hier, sur la TVT, Radio Lemay, vous avez, Germain, sans doute suivi les forces de sécurité qui ont encore présenté de petits malfrats tombés sous les mailles de la police, des gens qui s'amusent à racketter ici, par là, par-ci, par-là. Voilà ce vilain trophée que la police a encore exhibé hier. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas de petits malfrats en soi qui volent un œuf volera un bœuf, dit l'adage. Et donc, lorsque la police nationale arrête un malfrat, je crois que ça doit célébrer, si même c'est un voleur de poules dans le quartier. Mais il faut remarquer que le problème de l'insécurité, de vol, de braquage sont des sujets de nos sociétés modernes, de l'agrandissement des villes, des temps modernes, et qui doivent être appréhendés à leur juste valeur. Et donc, nous avons obligation, en tout cas la police a obligation d'arrêter les petits malfrats, mais aussi nous avons connu des braquages dans ce pays où on a utilisé des AK-47. Et donc, on a aussi besoin à ce qu'on arrête ces types de braqueurs, les voleurs du crime organisé transfrontalier. On a besoin qu'on mette la main sur toutes ces personnes-là. Nous disons bravo à la police, mais la police peut encore faire mieux justement en arrêtant, en démantelant des réseaux bien organisés, structurés. Merci. Ceux que la police a arrêtés ont été présentés comme opérants ici dans l'agglomération de Lomé. Mais Forum de la semaine nous parle également des braqueurs qui sévissent ou bien qui sévissaient il n'y a pas longtemps à Tablibo, préfecture de Yoto. Forum de la semaine qui écrit: coup de fusil à Tablibo, un des braqueurs arrêté par la police, 600 000 francs CFA emportés. Il s'agissait donc de deux braqueurs qui semaient la panique dans la ville de Tablibo. C'était le 31 octobre dernier. Et un responsable d'un point de transfert Mobile Money a été la cible de ces brigands. Dieu merci, ces deux brigands ont été mis hors d'état de nuit. Ça, c'est la petite délinquance, mais il y a également la grosse délinquance qui s'opère sur les mers avec des bateaux et des armes beaucoup plus terribles. C'est cette information qui est tombée hier et dont vous nous parlez, Eric Hugh Johnson. Vous nous parlez donc de ce navire, de ce tanker qui a été attaqué par les pirates dans nos eaux territoriales. Donc le pétrolier grec LK Aristotle et la marine nationale qui met les grands moyens à la recherche des brigands dans les eaux du Togo. Oui, effectivement, c'est par un communiqué de la région maritime du Togo que l'information nous est parue.
Et il s'agit d'une attaque d'un groupe de pirates à 18 km, eux-mêmes dans le jargon marin, on parle de 10 nautiques de nos côtes. Donc, pas si loin que ça quand même. 18 km du port autonome de Lomé. Vous savez que depuis des années, le Togo, les eaux territoriales du Togo sont taxées de sécuriser et vous voyez, quand vous allez à la plage la nuit, profondément dans la nuit, vous voyez plein de navires sur nos côtes. En réalité, ces navires viennent rester dans nos eaux parce que c'est sécurisé. Ils attendent le jour pour reprendre leur route vers leur destination. Et comme curieusement, dans la nuit du dimanche à lundi, un tanker grec a été attaqué et il y a eu 4 otages qui ont été arrêtés par les pirates. Et actuellement, la marine togolaise a pris l'affaire en ses comptes et elle est à la trousse de ces pirates-là. Et enfin, dans les coulisses, on a appris que il y a aussi l'Aviation française. Oui, la marine française et tout ça, c'est-à-dire une solidarité autour de nos eaux pour pouvoir arrêter ces brigands de grand chemin. Merci. C'est le deuxième cas qui survient avant nos eaux ici. Quelques jours avant, c'était au Bénin où un autre navire a été attaqué par des pirates. Alors sur ce problème, il y a ce titre-là du confrère L'Indépendant Express qui devrait intéresser nos autorités en matière de sécurité. L'Indépendant Express qui écrit: le Togo et la piraterie en mer, la rançon de la guéguerre entre le ministre Baba Stanislas Somolu et le colonel Taku Nyandi. Pour l'Indépendant Express, tout ne marche pas à merveille. Il y a des problèmes de cohésion au sein de l'administration maritime entre le ministre conseiller en mer, le ministre Baba, et le préfet maritime, le capitaine de vaisseau Taku Nyandi. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les deux autorités en charge de nos eaux harmonisent leur politique pour vraiment nous mettre en sécurité. Je n'en sais pas trop. Ça, je ne comprends pas. Le préfet maritime est chargé de la sécurité et le ministre conseiller. Je ne vois pas la cohérence entre ces deux départements-là pour qu'on dise que c'est à cause de ça qu'il y a des pirateries. J'avoue que si nous avions le directeur, le confrère du journal Indépendant Express, nous en serions sûrs plus. Mais comme il écrit dans son journal, c'est notre devoir d'attirer l'attention de l'autorité là-dessus, puisque le journal écrit qu'il y a un vrai problème de cohésion au sein de l'administration maritime. Trop de conflits, trop de tendances à la vengeance, trop de combines qui rendent impossible une unité d'action contre les pirates, entre le ministre conseiller en mer et le préfet maritime. Les deux hautes autorités doivent savoir s'il y a vraiment problème et le régler. S'il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais vivement qu'il y a cohésion entre ces deux instances-là pour nous mettre en sécurité. C'est quoi? C'est la stratégie? Oui, nous continuons avec quelques petits cas d'insécurité et c'est Lorenzo Keleki, c'est votre journal qui nous en parle à Topani à la page 7. Donc, vous écrivez: policiers du premier contrôle de l'aéroport de Lomé, arrêtez de vous ridiculiser. Lorenzo, qu'est-ce que nos policiers à l'aéroport de Lomé devraient commencer par éviter? Non, mais ça, c'est pas une question d'insécurité, c'est plutôt une question de dignité et de bon sens. Parce que quand vous
quand vous faites un tour à l'aéroport de Lomé, soit pour voyager, soit pour accompagner un proche, quand vous arrivez au premier check-in, habituellement vous êtes harcelé par nos frères policiers qui vous réclament de l'argent pour leur cocktail ou pour leur aoyo et café. Ou pour le café, voilà, ou pour le café exactement. À l'aéroport international alors que c'est interdit. C'est interdit normalement, mais quand on le fait une fois, on peut comprendre, mais quand ça devient la règle, un harcèlement. Quand ça devient de l'harcèlement et pratiquement une règle qui ne dit pas son nom, il faut quand même inviter nos chers policiers. C'est vrai, nous reconnaissons le boulot qu'ils font. Mais ils sont payés pour ça. Ils sont aussi payés pour ça. C'est vrai aussi que leur statut particulier n'a pas encore été pris en compte pour la révalorisation de leur salaire, mais il faut quand même qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et surtout qu'ils fassent leur travail dans la dignité et qu'ils attendent peut-être que ça vienne naturellement, pas que ce soit au bout d'un harcèlement, et surtout quand c'est les étrangers qui en parlent, ça frise un peu le ridicule. Donc arnaque à l'aéroport, et c'est pas fini, vous nous parlez d'arnaque également dans certaines de nos écoles privées. Oui, dans certaines de nos écoles privées, vous savez, aujourd'hui, payer les frais de scolarité pour nos enfants, c'est la croix et la bannière. Et surtout que les frais de scolarité vont grandissant chaque année. Et il y a une nouvelle méthode qui a vu le jour dans les écoles privées, c'est que vous avez des écoles privées où il est exigé, au-delà de l'écolage, des frais de scolarité qu'on paye, il est exigé à tout enfant de payer ce qu'ils appellent communément les t-shirts à l'effigie de l'école. Et ces t-shirts, généralement, sont vendus pour certaines écoles à 2500, d'autres écoles à 3000, voire même 5000. Et c'est exigé à tout enfant de le payer. Jusque-là, ce n'est pas encore un problème, mais c'est quand on interdit à un enfant, on prive l'enfant de ne pas suivre le cours parce que justement il n'est pas en t-shirt à l'effigie de l'école. C'est là où il faut en parler. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un parent d'élève paye l'inscription de son enfant, paye la scolarité, et en tout cas il est en règle officiellement, et qu'on dise à l'enfant de ne pas suivre on interdit à l'enfant de suivre le cours simplement parce que l'enfant n'a pas acheté le t-shirt à l'effigie de l'école qui fait la promotion de cette école et que pour cette raison, cet enfant reste dehors. Et de l'autre côté aussi, au-delà de ces frais de t-shirt qu'on exige aux parents, il y a aussi aujourd'hui ce qu'ils appellent l'assurance. C'est vrai que toute personne est appelée à être assurée, quel que soit le domaine. Et le fait d'assurer les élèves, c'est bien, mais quand on exige des enfants ou des parents d'élèves des sommes, des frais d'assurance, alors que derrière rien ne se fait, même quel que soit ce qui se passe, même quand l'enfant est en tout cas en droit de réclamer quelque chose et que l'établissement fait volte-face, il y a quand même lieu de se poser des questions. C'est là où nous interpellons justement le ministère en charge des écoles à régler un peu ce problème, parce que ça frise un peu le ridicule, et nous appelons ça de l'arnaque. Voilà. Vous lancez aussi oui, Eric, School Assure. À quoi voilà, il y a aussi non, c'est vrai que School Assure ne concerne pas les écoles privées. Ça ne concerne pas les écoles privées, et c'est pour cette raison que ces écoles privées ont trouvé le palliatif. Mais il faut quand même que les frais qui ont été payés et qui doivent servir à l'assurance de l'école puissent quand même avoir un impact au moment venu. Vous voulez dire par là que les parents et les élèves qui paient l'assurance dans ces écoles privées ne bénéficient pas de prestations en cas de nécessité? Absolument rien. Je pense que c'est aussi le problème des parents. Lorsque vous payez une somme pour une assurance, ça veut dire que vous avez un document que vous devrez recevoir. Si vous ne l'avez pas, réclamez-le. C'est ça qui va permettre à votre enfant de bénéficier. Quand vous allez dans l'administration, vous-même, quand vous êtes assuré, vous avez un document. Et c'est sur cette base-là que vous pourrez bénéficier des prestations de l'assureur en cas de nécessité. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser les parents sur le fait de ne pas donner de l'argent et d'aller dormir sur ses lauriers. Il faut faire quelque chose. Il faut réclamer à l'enfant: je t'ai donné 10 000 francs pour ton assurance. Où est le document qui atteste
que tu seras soulagé. Mieux encore que le parent se transporte lui-même dans l'école pour demander cela directement à l'administration de l'école de son enfant. Oui. Et je voudrais revenir un peu sur ce que mon collègue disait par rapport aux policiers à l'aéroport. Je voudrais juste savoir, c'est vrai que c'est un phénomène un peu partout, mais vous allez au Bénin à côté, ça se passe, au Togo, c'est clair, mais à l'aéroport, quand ils vous réclament de l'argent, ils vous disent payez-nous notre café, notre bière, je sais pas, quand vous refusez, est-ce qu'ils vous empêchent de passer ou comment ça se passe? Non, mais moi, je l'ai vécu, je crois, à 3 reprises. On ne peut pas vous empêcher de passer. Mais vous savez, ils font des manières qui vous obligent, soit à faire quelque chose avant de passer, et c'est là où moi j'appelle ça de l'harcèlement. On ne peut pas harceler un passager pour quelque chose qu'il devait donner volontairement, surtout que ce n'est pas un droit. Et surtout que tous ceux qui passent par là ne sont pas des voyageurs. Exactement. Et moi, je vais même plus loin. J'étais dans un bureau dans l'administration. Et là, on m'a même dit clairement qu'il faut donner ça avant de recevoir ce que je devais recevoir. Oui, ça c'est. Et c'est là où je me pose des questions. C'est le caillou qu'il faut mettre sur le papier, sinon le vent va l'emporter. Merci. On va finir avec cette alerte que vous lancez. Alerte, nos lampadaires sont en voie de disparition. Lorenzo Keleki, c'est à Lomé ici. Oui, c'est à Lomé. Vous savez, quand vous prenez la voie la voie qu'on appelle le grand contournement, précisément de l'échangeur de Zongo, sinon de Demakboué, jusqu'au port de Lomé. Quand vous prenez cette voie, et je crois que vous allez compter au moins 10 lampadaires qui ont été détruits suite aux accidents. Et quand vous prenez également la voie qui quitte le stade d'Agoué, le stade JCA d'Agoué jusqu'à Djidogomé, au carrefour qu'on appelle communément Douane Djidogomé. Vous allez également compter beaucoup de lampadaires qui ont été détruits suite aux accidents. Quand vous prenez aussi la voie de Zongo jusqu'à Dekon, également, il y a plein de lampadaires qui ont été détruits suite aux accidents. Mais quand vous savez quand même que nous sommes dans un pays où c'est pas tous les jours qu'on nous érige des lampadaires. Et qu'à côté aussi, il y a d'autres voies qui manquent cruellement de lampadaires. Et sur d'autres voies, il y a quand même des lampadaires, mais qui ne sont pas opérationnels simplement parce que les autorités ne l'ont pas encore voulu et ça crée des accidents. Nous nous posons la question, mais est-ce qu'il faut laisser ces lampadaires qui sont souvent détruites suite aux accidents comme ça, alors que on pouvait quand même faire quelque chose? Quelle est l'autorité qui est en charge de la maintenance de notre réseau d'éclairage public ici à Lomé? Normalement, ou bien dans nos villes en général? Normalement, c'est la mairie. Normalement, c'est la mairie qui devrait être regardant sur. Merci. Et comme les maires viennent d'être installés, mais avant, il y avait quand même d'autres maires. Mais maintenant, ils sont nouveaux, tout chaud encore. Nous saurons les interpeller beaucoup plus directement et beaucoup plus énergiquement. Nous en venons maintenant au secteur privé qui est vraiment vivement courtisé par les pouvoirs publics togolais ces derniers temps. Germain Doubidji, votre agence Interfax Press, vous y consacrez même l'une de vos dépêches. Vous nous parlez du lancement de la première édition de la semaine du secteur privé. C'était hier et présidé en personne par le Premier ministre Klasso. Oui, justement, la première édition de la semaine du secteur privé a démarré hier sur le thème secteur privé, moteur de la croissance et du développement socio-économique du Togo. Et vous le disiez tout à l'heure, les hostilités, si j'ose m'exprimer, qui sont lancées par le Premier ministre qui voit là la preuve de l'intérêt que la plus haute autorité du pays porte au secteur privé pour son rôle dans le développement du pays. Et à cette réunion, on a plusieurs personnalités, en tout cas des mondes du secteur économique, qui sont proches de la CCIT, du Conseil national du patronat. Et oui, justement. Et donc, on va développer beaucoup de thèmes par rapport à la fiscalité, les contributions du secteur privé pour le PND, parce que vous savez, le PND le national doit être financé à hauteur de 65% pour le secteur, par le secteur privé. Et donc,
on va voir comment, quels sont les défis du secteur privé dans la mise du secteur, dans la mise en œuvre du PND. Et donc, on aura aussi des panels sur les sujets préoccupant le secteur privé. Et donc, je crois, le ministre en charge du commerce aussi, qui était naturellement présent, a salué vivement le chef d'État pour sa clairvoyance par rapport au rôle, son leadership par rapport au secteur privé. Et le médium en parle, le secteur privé du Togo en mode de réflexion, c'est le titre du journal Le Médium. Vision d'Afrique pour sa part écrit, première édition de la semaine du secteur privé, le Togo qui crée un cadre d'expression et de concrétisation de ses ambitions. Eric, la première semaine du secteur privé s'ouvre au lendemain de la présentation du rapport pays du classement d'une business. Et le jeudi dernier, c'était le chef de l'État qui s'était déplacé en personne pour présenter ce rapport avec un discours sur lequel vous revenez sur les grandes lignes. Mais vous écrivez donc succès du Togo au Doing Business 2020, l'implication personnelle de Faure Gnassingbé. Quel impact, justement, Eric? Très bien, merci Sass. Je crois que le Togo est en train de bouger sur le plan économique. Vous savez, le jeudi dernier, tous ceux qui étaient là avaient trouvé un chef d'État vraiment combatif sur ce qu'on appelle aujourd'hui la macroéconomie. C'est-à-dire que le chef de l'État a voulu marquer de sa présence dans tout ce qui se fait autour de notre économie. Vous savez, il y a beaucoup de réformes qui s'effectuent et dans son discours, le chef de l'État a voulu dire tout simplement aux Togolais, nous n'avons pas le droit d'échouer si nous travaillons. Il appelle à tous les Togolais à aller travailler. Aujourd'hui, le rapport Doing Business 2020 a montré combien de fois le Togo est décidé à aller de l'avant. Faure Gnassingbé s'est impliqué personnellement. Il a dit, il y a de cela 2 ans, nous étions 156e. Et il parle de son gouvernement, ses ministres et ses collaborateurs, il disait que le conseil des ministres qui a suivi la sortie de ce rapport-là a été vraiment chaud. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous avons fait des progrès et une année plus tard, on a régressé, ce qui n'est pas du tout normal. Alors, il fallait faire quelque chose. À partir de ce moment, il a dit, nous avons décidé d'approcher les institutions de la Bretton Woods, la Banque mondiale et avec sa branche, la SFI, pour savoir ce que nous devons faire pour remonter la pente. Et après 2 ans, nous sommes 96e. Là, c'est un vrai exploit qu'il faut vraiment mettre à contribution de Faure Gnassingbé et de son gouvernement. Comme pour dire qu'il y a 2 ans, quand le classement n'était pas bon, le chef de l'État avait en quelque sorte remonté la bretelle à ses collaborateurs. Et à lui-même d'abord. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on capitalise tout cela. J'ai eu dire que ce classement-là, c'est de la poudre aux yeux, ceci, cela. Mais quand je prends les chiffres donnés par la Banque mondiale, je me dis attention, parce que on ne peut pas dire que la Banque mondiale va se permettre de donner autant de points au Togo, alors qu'à côté, il y a le poumon de l'économie de l'UEMOA, qui est la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Bénin, il y a tout ça là, et c'est le petit Togo qu'on va prendre. Non, c'est parce que les gens ont véritablement travaillé. Et le chef de l'État l'a dit. Il a dit que les réformes, ça fait mal à certains endroits. Ça fait mal à certaines personnes,
mais nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Et comme quoi, il a cité nommément sa ministre conseillère, Ablamba Sandra Johnson, qui est vraiment la cheville ouvrière de ces réformes, qui recevait des coups par-ci par-là et qui était obligé de faire avec tout le monde. Et il a également parlé, le chef de l'État, des notaires, des géomètres, de tous les corps de métier impliqués dans les réformes économiques. Je crois que là, il va falloir que tout le monde mette cela à profit. Je suis sûr, et je crois que tous les Togolais en âge de travailler, chacun a au moins un projet. C'est le moment où jamais, lorsque le climat est favorable, que tout le monde aille à la bourre, que tout le monde se dise, OK, c'est le moment ou jamais de sortir mon projet et de chercher les financements nécessaires, parce que il y a l'indicateur obtention de crédit qui est aussi prise en compte dans ce rapport-là. Tout le monde peut faire quelque chose. C'est le moment ou jamais. Laissons les considérations politiques de côté et allons tous travailler. Et justement, le confrère, le médium, nous rappelle les 5 points sur lesquels le Togo a fait du progrès, à savoir création d'entreprises, obtention d'un permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété et l'obtention de prêts. Et pour revenir à la cérémonie du jeudi dernier, le chef de l'État qui disait nommément ce que l'Union reprend, il y avait une impérieuse nécessité de réformer nos habitudes, nos institutions pour rendre le pays beaucoup plus attractif. Et le côté attractif même de ces réformes est ressorti également par le confrère Vision d'Afrique qui écrit, lui, rapport de pays d'une business 2020 vers une politique de marché agressif qui stimule la croissance. Mais tout cela est balayé un peu du revers de la main par Jean-Pierre Fabre, qui n'y voit qu'une propagande politique. C'est un extrait de ce que disait M. Fabre lorsqu'il était reçu sur les antennes d'une radio consoeur hier. Voilà donc le Togo, notre pays qui a fait des avancées dans le classement. Mais Germain, le chef de l'État, qui reste vigilant, qui veut maintenir le rythme, le Togo, que le chef de l'État veut voir encore opérer d'autres avancées en 2020. Et il a dit qu'il sera là. Oui, non, mais il a dit qu'il ne veut pas avoir honte l'année prochaine. Et bon, la petite phrase est au centre des polémiques ou des commentaires. Bien évidemment, quand vous scrutez tout un petit peu, on a l'impression qu'il se peut que l'année prochaine, il soit là, la façon dont il a dit. Donc peut-être son camp va le présenter, mais on n'est pas dans les secrets des dieux, on saura. Même si on écoute les sons de cloche dans son camp, il y a possibilité qu'il soit présenté. Maintenant, pour le sujet du business même, c'est vrai, il ne faudrait pas dormir sous les lauriers, il faut garder la vigilance, parce que ce sont des indicateurs que les institutions de Bretton Woods évaluent, et que lorsque vous régressez, bien évidemment, vous chutez dans le classement. Le chef de l'État, dans son discours, a relevé effectivement la nécessité, justement, pour que le Togo puisse garder le cap. La ministre conseillère Ablamba Johnson l'a martelé, effectivement. Et donc, je crois qu'au plus haut niveau de l'État, on a pris conscience de l'enjeu, et il y a l'engagement et la volonté politique pour que on puisse, justement, maintenir le cap. Par contre, vous savez, aussi, les acteurs politiques sont dans leur rôle. Ailleurs, je sais que sur les sujets d'intérêt national, évidemment, quand le pays célèbre ses victoires, on est ensemble, on le fait. Mais vous verrez chez nous ici, par exemple, le 27 avril, les acteurs politiques ne sont pas ensemble, même sur des sujets qui touchent, d'autres sujets qui touchent à la vie nationale, on n'a pas les acteurs politiques ensemble. Cette division est toujours là, et on cherche cela pour des manœuvres politiques. Et nous sommes à quelques
pas de la présidentielle de 2020. Et donc, lorsque le système actuel fait des prouesses, il va de soi que les adversaires politiques ne puissent pas le reconnaître pour des calculs politiciens également. Et donc, nous devons comprendre quand même le contexte de la sortie de Jean-Pierre Fabius sur une radio concert qui, effectivement, estimait que ce sont de la propagande politique. Alors que de par un peu partout, les chefs d'État sont les premiers attaquants, les premiers porteurs de l'offensive économique de leur pays. La preuve, Emmanuel Macron, qui se trouve en Chine depuis hier, c'est purement et simplement pour vendre le know-how français en Chine. Mais sûrement que si Macron aussi était en période électorale, ses opposants aussi trouveraient des velléités politiques dans ces bonnes guerres. Dans ces sorties. Alors justement, avant de nous ouvrir sur les auditeurs dans une dizaine de minutes, la politique naturellement, et nous sommes à quelques encablures de l'élection présidentielle 2020. Et à ce niveau, Forum de la semaine nous rappelle la sortie de la Cour constitutionnelle qui situe l'opinion sur la date du prochain scrutin présidentiel qui devra se tenir entre le 19 février 2020 et le 5 février 2020. 5 mars. Plutôt entre le 19 février et le 5 mars 2020. Et le sujet même de la présidentielle au Togo avec la candidature ou pas de l'autre était au menu de la grande émission sur Radio France Internationale. Lorenzo, vous avez pu suivre un peu ce matin? Déjà, depuis hier soir, dans les groupes WhatsApp, l'atmosphère n'était pas vivable parce qu'on dirait que l'émission avait commencé depuis hier soir dans les groupes WhatsApp entre pro et contre et du côté politique bien évidemment. Et ce matin, je n'ai pas suivi directement, mais j'ai suivi ça juste après parce que justement quelqu'un a enregistré l'émission qu'il a balancée dans les groupes WhatsApp. En tout cas, ce que moi je retiens de cette émission, c'est que et surtout de la réaction de nos compatriotes, c'est que on sent bien évidemment l'engouement que suscite le sujet politique, surtout à quelques mois des élections. Et on sent aussi, il faut le reconnaître, d'une part, une partie qui a soif de changement et de l'autre part aussi, une autre partie qui veut quand même le changement, mais dans la continuité, comme un politicien a eu à le dire il y a quelques années. Et tout ceci, moi je me dis quand même qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Quel que soit ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des réformes qui ont été faites et ces réformes donnent bien évidemment le droit au Messie. Pour reprendre un peu les termes de Bahara, ces réformes donnent le droit au Messie de se positionner encore pour un quatrième mandat. Et donc, soit nous sommes légalistes, soit nous ne le sommes pas, ou nous ne le sommes pas. Donc voilà. Comme Lorenzo le dit, il faut plutôt se réjouir que la perspective de la prochaine élection présidentielle 2020 intéresse pratiquement tous les Togolais. Enfin, la question ne laisse pas indifférent. C'est une bonne chose qu'on s'y intéresse. Maintenant, comment les choses vont se faire, c'est pas dans le studio de Club de la Presse qu'on va déterminer qui fera quoi et comment, d'autant plus que les institutions sont à pied d'œuvre. La Cour constitutionnelle qui nous situe sur la période et dans la foulée, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI est également sortie pour nous préparer à la prochaine révision des listes électorales qui devra s'opérer entre le 29 novembre et je crois le 1er décembre. Oui. Et dans ce sens-là, le confrère Vision d'Afrique écrit ce matin que dans la perspective de la prochaine révision des listes électorales, la CENI la CENI met déjà en branle le processus de formation des formateurs. Donc les formateurs des agents ou des opérateurs de saisie sont déjà en formation, ce qui donne, Eric, encore le signe que
la chose La devient de machine plus en marche. plus imminente. Oui, effectivement. Et avant de réagir sur ce sujet, je voudrais dire que c'est vraiment dommage que dans notre pays, on ne fait pas de la politique du gentle. C'est-à-dire que aujourd'hui, je serais à la place de Jean-Pierre Fabre que je n'allais pas dire que les résultats du rapport Doing Business constituent une propagande politique parce que c'est la Banque mondiale qui publie ses résultats. Donc la Banque mondiale a son calendrier que l'État togolais ne peut pas toucher. Et donc, je pouvais plutôt demander que cela se reflète, que cela reflète également ce que vit le panier de la ménagère. Que les résultats ne soient pas exploités politiquement, que de dire qu'il s'agit d'une propagande politique. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la sortie de la Cour constitutionnelle, de la CENI et tout, il faut se dire, entre le 19 février et le 5 mars, nous irons au scrutin présidentiel 2020. Merci beaucoup. Alors, il y a des candidatures qui s'annoncent déjà investies. À ce niveau, Lorenzo Keleki, vous avez promené votre micro-trottoir auprès de vos lecteurs sur la multiplication des déclarations de candidature pour la présidentielle 2020. Qu'est-ce que vos lecteurs vous ont confié? Naturellement, chacun y va selon son entendement et selon son bord politique. Mais ce que nous avons constaté, c'est que par rapport à tout ce qui se dessine, les gens ont comme l'impression que toutes ces candidatures que nous enregistrons aujourd'hui sont juste des amuseurs de galerie, des gens qui sont juste là pour accompagner Faure Gnassingbé à l'élection de 2020. C'est-à-dire, c'est des gens dont on ne vend pas cher la peau. Au lieu de les attendre peut-être sur le terrain, voir... Même Jean-Pierre Fabre? Non, mais Jean-Pierre Fabre, en tout cas, les noms n'ont pas été donnés. Les noms n'ont pas été donnés, mais la plupart, surtout les nouveaux, à part Jean-Pierre Fabre, tous ceux qui ont déjà annoncé leur candidature, la plupart sont déjà considérés comme des vendeurs d'illusions, des gens qui sont juste là pour enrichir leur CV, ou soit qui sont juste là pour bénéficier des 70 millions ou des 100 millions, parce que j'ai eu une confidence que cette année, c'est 100 millions qui sera voté. Et j'attends de voir si c'est vrai ou c'est que depuis quelques années, l'État subventionne un peu la campagne électorale. En 2015, c'était 70 millions. Mais d'après certaines indiscrétions, la cagnotte pourrait monter à 100 millions. Et c'est ça même qui suscite l'appétit de certains candidats. Exactement. Parce que de vous à moi, et quand on jette un coup d'œil dans tout ce beau monde qui se présente à la candidature de 2020, c'est vrai que chaque Togolais a le droit de se présenter, mais déjà, quand on va à un examen où on sait qu'on ne pourra pas gagner, à quoi bon? Donc, derrière, il faut comprendre qu'il y a quand même... A priori, chacun se dit qu'il a les chances de gagner à l'élection. Alors, revenons donc... pour gagner, il faut avoir travaillé. De toutes les façons, il ne faut pas oublier qu'il y a la Cour des comptes qui réclame des rapports d'activité par rapport à comptes de campagne. Mais on sait comment ça se passe. Mais ça, c'est sur le papier, ça. Mais justement, comme c'est l'argent du contribuable, il faut commencer un jour quand même nous devons veiller à que les choses ça. se fassent comme il se doit. Alors, toujours sur les candidatures, notamment ce qui intéresse, ce qui suscite beaucoup la polémique, est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat ou ne le sera pas? Vous avez tous les arguments pro et contra. Là-dessus, le confrère L'Alternative écrit lui aussi « Transparence autour de la présidentielle de 2020 ». En attendant, les discours de l'opposition n'arrêtent pas le RPT uni. Et à ce niveau, justement, Togo Matin écrit que pour la présidentielle de 2020, UNIR ne compte pas y aller sans Faure Gnassingbé. Et nous revenons à L'Alternative qui conclut « Réseau France-Afrique, des manœuvres pour un 4e mandat de Faure ». Et l'Alternative se demande si Emmanuel Macron est en train de se dédier.
Juste un petit mot là-dessus. Non, je dis qu'au fait, sur la question de la candidature de l'actuel président, au terme, peut-être son premier mandat ou sa première candidature, au terme de la nouvelle constitution, on n'a pas à redire là-dessus parce que juridiquement, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le plan politique, il y a l'opposition qui estime qu'il y a eu une famille politique qui était aux affaires depuis plus de 50 ans et qu'il faudrait peut-être faire une alternance intercourant. Je crois que ça, c'est une question imminemment politique et des questions imminemment politiques se règlent en négociation, en jeu de couloir. Donc, il faut résoudre, par exemple, la question de comment accéder au pouvoir par peut-être des négociations. Donc, je crois que si on arrive à aborder la question sur cet aspect, on pourra trouver un jour une solution à ce problème-là. Négociation, pourquoi pas, mais le calendrier républicain est bien réglé. Les institutions en place, nous les connaissons également, la CENI, mais la Cour constitutionnelle, et vivement que ça se fasse en respectant les textes de la République. Nous, comme médias, nous vous donnerons tous les sons de cloche. Ceux qui disent oui, nous vous en parlons. Ceux qui s'opposent, nous vous en parlerons également avec leurs arguments. Et justement pour la candidature ou pas candidature de Faure Gnassingbé en 2020, ces derniers temps, ce que même dans les rangs de l'opposition, ce qu'on développe, ce n'est pas tant des arguments juridiques que des questions d'éthique qu'on rappelle à Faure Gnassingbé. Notamment, Eric, on ne se fouille pas de lui rappeler cette fameuse interview que Faure Gnassingbé a accordée à la Deutsche Welle il y a quelques années, où lui-même, Faure disait que pour le bien de la démocratie en Afrique, il faudrait que les présidents en exercice fassent 2, maximum 3 mandats. C'est ce que ses adversaires lui rappellent aujourd'hui. Il a dit qu'il faut limiter les mandats présidentiels à 2 ou à 3. Donc aujourd'hui, la constitution togolaise a limité le mandat présidentiel à 2. Donc c'est ce que disait le chef d'État. Il disait qu'il faut limiter. Maintenant, lui, il a eu peut-être la chance de faire 2 ou 3 mandats avant la limitation de son pays. Est-ce qu'on va le lui interdire de se présenter? Juridiquement, c'est ce que nous disons. Il n'y a pas on ne peut pas le faire juridiquement. Maintenant, si politiquement, on voudrait le faire, aller en négociation peut-être si il y a des arguments qui sont mis dans la balance et que ça passe, tant mieux. Moi, on va finir avec vous. Moi, je pense que Faure Gnassingbé fait partie d'une famille politique. Le problème doit être réglé au niveau de sa famille politique. Aujourd'hui, si sa famille politique dit c'est lui qui peut encore aller, alors que juridiquement, il a les coudées franches pour y aller, je ne vois pas de problème. Le tout, c'est de s'organiser sur le terrain pour le battre. Moi, je pense que faire polémique autour de la candidature de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est faire de la diversion. Carrément. Merci beaucoup. Incessamment, le parti uni va se prononcer, mais il faut aussi rappeler que une élection présidentielle, c'est d'abord le rendez-vous entre un individu et la nation pour dire que la parole devra revenir à un moment ou à un autre à Faure Gnassingbé lui-même. Nous serons très heureux de vous en parler quand nous aurons vraiment de la matière sous la main. En attendant, il est déjà midi dépassé. Juste un clin d'œil à nos partenaires et nous nous ouvrons à vous, auditeurs. 93.5 Canal FM. Eh bien, à présent, la parole est à vous sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Peut-être que vous voudrez revenir sur le concept Togo Top Impact ou la foire internationale du livre de Lomé qui s'ouvre en apothéose demain, ou ces questions d'insécurité sur terre et sur mer dont nous avons parlé. L'amélioration du climat des affaires ici au Togo avec l'État togolais qui fait une cour assidue au secteur privé pour financer le PND et peut-être pourquoi pas qui sera candidat ou qui ne devrait pas l'être à la présidentielle 2020. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour à vous. C'est Magidi depuis l'entreprise de l'Union. Oui, nous vous suivons. C'est pour participer à l'émission concernant la candidature du président pour le 4e mandat. Oui, Madidi. Quant à ce qui concerne sa participation, ça pose un problème. Je dis que non. Mais le problème se trouve à quel niveau?
qu'ils disent s'ils participent, ils ne participent pas. C'est pas ça, le problème des Togolais. Mais que le Togolais comme moi, un Togolais moins, puisse trouver quoi manger quand il fait jour. C'est ça notre problème. Par rapport à la question concernant le rapport du Doing Business. Oui. Moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de politique. Comme le disait le journaliste, le rapport, le calendrier de la Banque mondiale est différent du calendrier togolais. Mais que les politiciens togolais n'exploitent pas ça pour vanter les mérites que notre cher président Faure a fait. C'est une bonne chose. Mais quand un Togolais, comme vous le disiez, un Togolais puisse trouver quelque chose à manger, même Faure peut faire 20 ans, 1000 ans, peut mourir pour voir. Que ma maman qui va au marché puisse trouver quoi à vendre et revenir nourrir ses enfants à la maison. Merci à vous, Madidi. Je me rappelle juste que quand il parlait du dernier classement d'une business, le Faure Gnassingbé ne s'est pas attribué ça à lui tout seul. Le mérite de cette avancée, selon le chef de l'État, revenait à tous les Togolais, notamment ceux qui sont dans le secteur de l'économie, qui ont travaillé pour qu'il en soit ainsi. Merci. Le deuxième auditeur en ligne. Bonjour. Oui, monsieur. Oui, monsieur Taïrou, c'est ça? Oui, monsieur. Eh bien, nous vous écoutons. J'aimerais parler pour le mandat de monsieur Faure Gnassingbé. Oui, allez-y. C'est qu'on voit que c'est trop, parce qu'il n'est pas le seul Togolais qui est intelligent. Aussi, nos papas qui envoient les enfants à l'école, c'est pour qu'eux aussi, un jour, puissent diriger le pays. Et je vois qu'ils ont pris le pays en otage. Et en 2020, nous aussi, je suis d'accord avec ceux qui sont contre et ceux qui sont avec lui. Eux aussi, ils parlent pour leur ventre. Nous aussi, on va essayer de résister pour aussi gagner ce que nous voulons. C'est ça que moi aussi j'ai à dire. Est-ce que vous ne pensez pas que Faure Gnassingbé peut être candidat, que c'est dans les urnes que les Togolais pourront le sanctionner? Non. Avec ce parti au pouvoir, on ne va jamais gagner les élections. C'est sûr, on peut tout faire. On ne peut jamais gagner. Vous partez déjà pessimiste là? Non, c'est vrai, c'est la lutte libère. Merci beaucoup. À présent, Komi en ligne. Bonjour, Komi. Monsieur Sass, bonjour. Oui. C'est par rapport à Doing Business. Là. Oui. Là, ce matin, j'ai écouté la dame concernée qui parlait que les incidences de Doing Business devaient être la création de l'emploi, la croissance économique et bon nombre de choses. Mais quand moi je prends seulement un critère sur la création d'emplois, l'amélioration du climat des affaires, ça suppose que bon nombre d'entreprises ont pu faire le jour et que ces entreprises, du moins, ont employé ne serait-ce que quelques nombres de Togolais pour que le chômage diminue. Maintenant, ma question aux invités est de savoir comment se fait-il qu'il y a l'amélioration du climat des affaires, on crée des emplois et au même moment, lorsqu'on lance un petit concours de 200 personnes, on trouve 25 000 demandeurs. Je ne comprends pas. Est-ce que le rapport de Banque mondiale est tellement macro que les Togolais, en termes d'emploi, ne se retrouvent pas, ou bien on va toujours être dans ce vocal que le chômage est dans tous les pays. Le chômage est dans tous les pays. Merci. Merci. Eric, vous allez tenter une réponse à l'endroit de la Bikomi? Oui, très rapidement. Je pense que lorsqu'on lance un concours, des gens qui ont déjà un emploi aussi participent à ce concours-là. Les gens cherchent toujours le mieux-être. Donc, on ne peut pas limiter le nombre de candidats à un concours parce que les gens ont déjà de l'emploi. Il n'est jamais dit à un concours que si tu as déjà un emploi, tu ne dois pas y participer. Je crois que le problème se trouve à ce niveau. Toutefois, je pense que il y a des concours qui sont réservés à une certaine catégorie de personnes. Je parle surtout des jeunes parce que il y a des départs à la retraite, il y a des décès et tout ça. Il faut renouveler un peu l'administration et tout ça. Donc, tout le monde veut quand même occuper un poste. Merci. Kokou en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui.
Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Ma première question va à notre ami de Togo, Togo Top Impact. Togo Top Impact. Bon, je voudrais lui demander, concernant les nominations, lorsqu'ils choisissent les gens, est-ce qu'ils ne les abordent pas avant de les mettre dans la chose? Parce que hier, j'entendais votre radio Taxi FM qui refuse sa nomination et demande à ce qu'on enlève le nom de radio Taxi FM dans le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Maintenant, concernant la candidature de M. Fogna Sindé, je voudrais demander à tous les journalistes, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde pense que M. Fogna Sindé a le droit de se présenter à cette candidature lorsqu'on se base sur les réformes qu'on a faites aujourd'hui? Est-ce qu'on ne fait pas mal au peuple togolais? Parce que je vois que en 2005, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il y a eu 500 morts. Et lui-même, il est conscient. Et c'est grâce à un accord qu'il est assis dans le fauteuil et a prévu faire les réformes depuis 2006 pour ne pas être jusqu'à ce jour au poste. S'il avait fait les réformes depuis 2006, je pense qu'il ne pourra même pas faire 3 mandats. Maintenant, aujourd'hui, il termine les 3 mandats et il fait les réformes qui lui permettent de briguer encore cette mandature-là. Est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir même n'est pas conscient de ce qu'il fait? Merci beaucoup. Espoir Kweglo, vos nominations avec certains nominés qui refusent que vous les retirez de vos listes. Oui, c'est comme nous l'avions traité tout à l'heure au cours de l'émission. Et je disais que nulle part ailleurs, le nominé n'est informé avant nomination, n'est consulté avant nomination. Mais quand, après, on fait le compile, ou bien la compilation de vos données, de vos résultats, et que vous êtes nominé, là, on vient vers vous avec un courrier officiel, un courrier par mail, avec des canaux donnés pour vous informer. Oui. D'accord? Et j'ai expliqué les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand des gens, c'est leurs actions que nous connaissons et que nous ne les connaissons pas eux-mêmes. Mais maintenant, si un partenaire à nous, quelqu'un qui a été nominé par exemple l'année passée et qui a reçu un prix et qui cette année est nominé de nouveau, nous demande de le retirer, nous prenons quand même toutes les reproches sportivement. Nous prenons ce que la personne nous reproche sportivement et nous promettons de faire de notre mieux. Mais sinon, nous faisons le maximum pour informer les gens. Merci en une beaucoup. Réponse. Respect de la liberté de l'autre, c'est sacré, même pour une récompense, si quelqu'un ne veut pas. Allô, bonjour, notre ami Richard depuis Copenhague, bonjour. Ouais, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va chez nous ici. Ouais, bonjour le plateau. Oui. C'était pour rebondir sur la sécurité de l'aéroport. Oui. Ouais, une fois, je l'avais dit sur vos affaires qu'il y a un sérieux problème à l'aéroport. La police togolaise raquette trop. Au temps de monsieur le professeur Kogoué Akrima, il avait réglé ce genre de problème. Mais depuis qu'il est parti de l'aéroport, mais tantôt, des fois même, je ne sais pas si vous avez fait un tour à Accra. Tantôt, nous sommes tentés de descendre à Accra pour radier Lomé. Juste à cause du racket? À cause de racket. C'est de trop. C'est de trop. Pour rien du tout, on te demande des miettes, ben, ils sont surpayés. Mais la police doit revoir leur comportement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je présume que les autorités en charge de l'aéroport écoutent cette émission, ou en tout cas, on leur rendra compte. Le réseau qui l'écoute, c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. En tout cas, c'est notre objectif. Merci. Un auditeur qui est en train d'entrer en ligne. Armand, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Ça ne concerne pas les thèmes discutés aujourd'hui, mais c'est à propos de la CNTS. CNTS? Centre de transfusion sanguine. Le CNTS, oui. Oui, et ça fait déjà 4 ans, on avait trouvé un problème au niveau de l'analyse qu'on avait fait
quand on avait fait le don de sang, on nous avait envoyé à l'Institut d'hygiène et les résultats étaient négatifs. Mais à chaque fois qu'on revient, on dit qu'il y a un problème chez nous, donc on ne peut pas donner le sang. Pour moi, ça ne me gêne pas, mais j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui ont le même problème. Seulement, j'aimerais juste savoir si vos confrères journalistes peuvent nous aider, si c'est une maladie qu'on a et qu'on nous cache, ou bien c'est un problème qui est à leur propre niveau. Merci Armand, mais comme il s'agit de questions de santé, il va falloir que vous preniez contact directement avec le centre. J'étais allé plusieurs fois pour demander s'il y a un problème. Il dit que non, que lorsque le problème sera réglé, ils vont nous bien, il s'agit de questions de santé avec des confidentialités. L'ami Armand ou toute personne pourrait contacter directement le Centre national de transfusion sanguine qui pourra leur expliquer. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Amadou. Oui, bonjour mon frère. Oui, bonjour mon frère. Je vous salue, je vous remercie pour les émissions là. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler un peu de notre Monseigneur? Hier, j'avais appelé à propos là. Plutôt sur un sujet qu'on a débattu aujourd'hui. Bon d'accord, là je laisse tomber. Je voulais juste aussi, pour les sujets débattus aujourd'hui, oui. Est-ce que actuellement vous reconnaissez les lois que l'Assemblée actuelle vote? Qui nous les Togolais, est-ce que nous reconnaissons les lois que l'Assemblée vote? Si nous les reconnaissons et si nous les acceptons, est-ce qu'aujourd'hui encore il faut demander si Faure sera candidat ou pas? Ça c'est comme vous voulez animer seulement animer. Moi je ne comprends pas. La chose est claire. On a déjà fait des réformes et l'Assemblée a voté les choses. Tout est sur place. Si l'opposition ne veut pas aller à la CENI pour siéger, il ne faut pas chercher des réformes. Les réformes se font pas à l'Assemblée. Pourquoi on va tourner pour dire, comment dit-on, le cadre électoral n'est pas conforme, on va nous voler? C'est comme crier à la fraude avant l'élection. Merci beaucoup, Amadou. Vous avez la presse, la polémique par excellence. La preuve, la question a quitté le Togo pour se transporter sur les ondes même de Radio France Internationale aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, c'est Kwame. Oui, c'est Kwame de Coin-Bovier. Oui, nous aussi. Oui, moi, en ce qui concerne la candidature du président Faure, moi, ça ne me gêne pas. Et je ne sais pas pourquoi il y a polémique là-dessus. Mais seulement, je ne suis pas juriste. Je voulais poser une question. Par exemple, si en 2018, il y a une loi qui dit que toute personne doit aller à la retraite à 55 ans. Et en 2019, on réforme cette loi en disant que à partir de 53 ans, chaque personne doit aller à la retraite. Puisque les juristes nous disent que la loi n'est pas rétroactive, mais ça dispose pour l'avenir. Est-ce que celui qui a 53 ans ou 54 ans en 2019, avant que la loi ne soit réformée, doit aller à la retraite à 55 ans? Concernant la rétroactivité où la loi dispose de l'avenir, si vous pouvez inviter certains juristes pour nous expliquer ça. Merci. Nous allons chercher les juristes, mais déjà ce que l'auditeur Amadou venait de dire, est-ce que les lois telles que les députés les votent aujourd'hui, est-ce que ça s'impose à nous? Si oui, c'est la loi du moment. L'ami Johannes, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Togo Impact. Oui, il est là. Alors, l'année dernière, lorsque ce même concours a été lancé, il s'est passé un truc avec une radio où les votes ont commencé à arriver à un certain moment. Les votes pour une radio, en l'occurrence Taxi FM, ont été bloqués pendant que les votes pour les autres radios continuaient. Les votes ont été bloqués pendant toute la journée et sur plusieurs jours, successivement. Et ça a continué comme ça. La radio n'a pas eu d'explication jusqu'à ce qu'on nous dise que Canal FM a été désigné premier. Bon. Maintenant, cette année, voilà que ça a été encore lancé et le directeur général de la radio en personne et la directrice du programme de la radio Taxi FM sont venus
sur la radio pour dire publiquement que ils ne font plus partie de cette organisation, qui n'ont même pas été avertis que la Taxi FM a été désignée pour quoi que ce soit. Il y a eu tel souci, ils n'ont pas été avertis. Mais je me dis, est-ce que tout ça là, je ne sais pas si Canal FM, lorsque Canal FM a été nominé, Canal FM a été averti ou pas, mais est-ce que parce que Canal FM a été nominé premier, tout ce qui, les contours, vous n'en parlez pas, et demain on va nous dire qu'il y avait telle organisation qui avait organisé ceci, aujourd'hui il y a tel problème. Moi je pense plutôt qu'on est en train de mettre la division pour les radios. Merci cher ami, vous devrez comprendre le fair play. La preuve c'est sur Canal FM que vous nous suivez et que vous faites vos observations, n'est-ce pas? Eh bien, l'ami Espoir Peglo, vous voulez lui répondre? Je vais lui répondre, je vais lui dire que aucune organisation n'est parfaite, aucune œuvre de la main de l'homme n'est parfaite. Nous sommes conscients des difficultés techniques liées au vote. Nous avons créé le vote par SMS. Les gens se sont plaints que sur le site, au niveau du site, l'année passée, ils étaient momentanément bloqués. Cette année, nous avons ouvert la passerelle du vote par SMS. Et nous sommes à l'écoute constamment de toutes les parties ou bien de tous les nominés. Je suis personnellement en contact avec le partenaire technique Move qui est derrière le vote par SMS et avec les informaticiens qui travaillent à pied d'œuvre sur le site qui héberge les votings. Tous les candidats ou bien les nominés qui nous ont approchés et qui ont dit nous avons des difficultés ou bien qui ont signalé quelques problèmes que ce soit, nous envoyons un courrier direct. Nous appelons et nous faisons les tractations nécessaires pour que, avant même la demi-journée, que le problème soit réglé. Il faut comprendre que les plateformes de vote sont extrêmement demandées. Le site Actu Togo seul enregistre 5000 votes par jour. 5000 votes. Et je ne vous parle pas du vote par SMS. Donc, s'il vous plaît, voyez par exemple une plateforme de vote qui est en ligne et au même moment, les gens sont en train de voter pour 200... les gens, au même moment, sur la plateforme, les gens sont en train de voter pour pour 200 nominés. Les sites sont demandés. Donc, à un moment, quand vous essayez de voter à votre niveau, vous allez voir que vous pouvez constater un bug. On prend la patience, on réactualise. Je profite pour l'expliquer en même temps aux auditeurs. Quand vous voulez voter, vous sentez que ça ne passe pas, prenez le temps de réactualiser. Parce que les plateformes de vote sont demandées. Les gens sont en train de voter sérieusement. Merci. Je puis vous rassurer d'une chose. Canal FM est la radio championne en matière de confraternité, d'ouverture, de disponibilité. Nous ne connaissons pas de censure. Nous célébrons nos petits succès, mais nous sommes également conscients des défis à relever. Et puis, ce n'est pas Canal FM qui a initié Togo Top Impact. C'est utile de le préciser. C'est pourquoi nous avons invité l'organisation de nous en parler, même de vos imperfections. L'ami Espoir Kweglo. Et justement, et j'aimerais préciser que l'association qui est porteuse de ce concept, n'est fermée à aucune critique. Tous ceux qui nous auront approchés peuvent témoigner que quand vous venez vers nous et que vous dites votre événement, il y a ce côté à corriger. Sur ce point-là, vous n'avez pas bien fait. Nous travaillons à bras ouverts avec tous les Togolais de tous bords, de tout secteur d'activité qui veulent bien nous apporter leur expertise pour l'amélioration de cet événement-là. Nous voulons ensemble célébrer le Togo qui réussit. À Canal FM, nous ne connaissons que des médias partenaires, des médias amis. Nous ne connaissons pas de médias concurrents, encore moins adversaires. Merci donc pour la fin de cette émission. Très rapidement, c'est une tradition. Germain Doubidi, votre carton de fin d'émission? Oui, j'ai un carton vert à tous ceux qui ont appelé. Carton vert à tous ceux qui ont appelé. Oui, ça, c'est vraiment fair play. Lorenzo Keleki, et il y a un auditeur qui a dit que pourquoi vous en prenez aux pauvres policiers à l'aéroport, mais vous oubliez les gros poissons que sont les douaniers. Non, mais on parle de tout le monde. De tout le monde. Ouais, seulement chacun à son jour. Voilà. Eh bien, votre carton du jour? Mon carton rouge, je le décerne au député Abira Bonfo, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un terme à la souffrance qu'endurent les enfants du canton de Afou. Afou, c'est dans la préfecture de Bassar, mon canton. Et elle a, avec le soutien des plus hautes autorités, c'est-à-dire du chef de l'État, du Premier ministre, ils ont érigé un lycée dans le canton
Figurez-vous que depuis des années, les élèves du canton de Afou faisaient 30 km pour aller au lycée. Et c'est la députée Abira Bonfo qui a aidé à construire. Mais le ministre en charge de l'enseignement, lui, est où? Je ne sais pas. La prochaine fois, cherchez à savoir où se trouve le ministère et que c'est une députée nouvellement élue qui aide à ériger un lycée. Eric Hugues Johnson, notre carton. C'est le rôle des citoyens aussi d'apporter leur contribution. Moi, mon carton, vous savez, ce matin, c'est un carton vert au chef de l'État pour son implication personnelle dans l'amélioration du climat des affaires au Togo. Carton vert au chef de l'État, tout simplement. Eh bien, vous irez lui porter directement. Il a déjà reçu comme ça. Merci donc Espoir Peklo, merci pour votre disponibilité. L'invité ne donne pas de carton. Vous en tenez à vos explications sur le Togo Top Impact. Voilà. Surtout améliorer les imperfections pour que justement votre concept soit le plus inclusif possible. Justement. Comme le club de la presse sera toujours plus inclusif, à commencer par demain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.